Laurent Jacobelli. Merci beaucoup de nous rejoindre. Merci à vous. Invité politique ce matin. Vous êtes le porte-parole de Marine Le Pen. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Oriane, bonjour M. Jacobelli. Bonjour. Et on parle évidemment de cette guerre en Ukraine pour commencer, Laurent Jacobelli. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. La Russie est l'agresseur et pas l'agressé. Est-ce que vous faites la même analyse qu'Emmanuel Macron hier soir ? Oui, bien sûr, c'est une évidence. C'est la Russie qui a agressé l'Ukraine. Et oui, bien sûr, il y a aujourd'hui une guerre, une crise de tension diplomatique qu'il faut régler et qu'il faut régler par le haut, c'est-à-dire par la diplomatie, par les échanges avec les deux parties prenantes, l'Ukraine et la Russie, sans se placer systématiquement dans un camp, sans devenir un belligérant et sans avoir de déclarations trop fortes, comme malheureusement ont pu l'avoir un certain nombre de ministres. Et je crois que dans cela, le président de la République, hier, a fait un constat assez juste dans la première partie de son intervention. Quand vous dites de garder la voie diplomatique ouverte, et surtout celle-ci, est-ce que vous regrettez que la France, par exemple, livre des armes à l'Ukraine ? Écoutez, en tout cas, ça nous place effectivement d'un certain côté. Je pense que plutôt que de préparer la guerre, il faut préparer la paix. C'est une évidence, c'est ce que demande Marine Le Pen. Et pour préparer la paix, il faut parler, dialoguer et essayer de sortir par le haut de la crise que nous traversons. Il fallait envoyer des armes ou pas du coup ? Écoutez, il faut que le peuple ukrainien puisse se défendre, mais ce qui est inquiétant dans cette affaire, c'est que les armes ont été commandées et seront demain livrées par l'Union européenne. Et la question se pose de savoir quel mandat a l'Union européenne pour cela. Aucun statut ne lui défère le droit de commander des armes et de participer à ce type de livraison. Donc tout ça pose des questions, nous, en tant que nation souveraine, il fallait que ce soit la France qui envoie des armes en son nom, c'est ça ? Je crois que le président de la République, Emmanuel Macron, doit, par le dialogue, essayer de faire en sorte que cette guerre s'arrête. Jacobelli, tout simplement, question simple. Si Marine Le Pen était présidente en avril, est-ce que vous continueriez la livraison d'armes à l'Ukraine ? Je ne peux pas répondre à sa place. Ce que je sais, c'est que probablement les négociations auraient commencé avant. Probablement, nous aurions eu une vision diplomatique et géostratégique plus indépendante d'une France souveraine dans ses relations, d'une France qui ne soit pas forcément, associée à un camp, le camp des Américains, le camp de l'Union européenne, mais une France neutre qui aurait dialogué avec l'Ukraine et avec le président Poutine pour tout faire pour que jamais ce que nous vivons aujourd'hui n'existe. Est-ce que pour vous, le mot a été prononcé par plusieurs candidats déjà ? Est-ce que pour vous, Vladimir Poutine est un dictateur ? C'est un pouvoir autoritaire clairement, et c'est aujourd'hui lui qui agresse l'Ukraine. Je crois que le constat que fait Marine Le Pen et que nous faisons tous est sans aucune ambiguïté. Écoutez, je ne suis pas moi là pour définir les noms, mais est-ce que vous croyez vraiment qu'il faut aujourd'hui commencer à donner des noms d'oiseaux à l'un et à l'autre ? Je pense que le constat, il est là, c'est un régime autoritaire, qu'effectivement, je crois que l'invasion, l'agression de l'Ukraine par le président russe est hors du champ démocratique. Parce qu'Éric Zemmour, il dit c'est un démocrate autoritaire. C'est un démocrate pour vous, Vladimir Poutine ? Je crois qu'à partir du moment où il agresse un autre pays, on a... Non, il n'est plus un démocrate. Mais à partir du moment où il agresse un autre pays, c'était déjà le cas en 2014 avec l'annexion de la Crimée. Et pourtant, Marine Le Pen dit que le président russe n'est plus tout à fait le même qu'il y a 5 ans. Mais en fait, il y a 5 ans, déjà, Vladimir Poutine faisait preuve d'autoritarisme dans sa décision d'annexer la Crimée. J'entends votre question, mais vous savez, Marine Le Pen, elle a une vision des relations internationales très pragmatique pour toujours défendre l'intérêt évidemment supérieur de la paix dans le monde et l'intérêt supérieur de la nation française. Et pour ça, les interlocuteurs, ils peuvent varier dans le temps, selon les lieux et selon les conflits. Vladimir Poutine, vous savez, lorsqu'il a déclaré la chasse au terrorisme islamiste, était et devait être un partenaire, parce que nous avons d'ailleurs, en matière d'islamisme, toujours un ennemi commun qui est venu sur notre sol tuer des Françaises et des Français. Et oui, bien sûr, à ce moment-là, il faut dialoguer avec Vladimir Poutine. Oui, bien sûr, à ce moment-là, il faut rencontrer Vladimir Poutine. En revanche, quand Vladimir Poutine envahit et agresse l'Ukraine, là, évidemment, la donne a changé. Mais c'est pour ça que dans les relations internationales, Marine Le Pen ne veut pas être ficelée à un camp. Ficelé à l'OTAN, ficelé aux Américains, ficelé à l'Allemagne, à l'Union européenne ou à je ne sais qui. Il faut être pragmatique, dialoguer avec les interlocuteurs. Est-ce que vous êtes trompé sur Vladimir Poutine ? Est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait il y a quelques années ? Aucun regret. Parce qu'au moment où c'était fait, il y avait une raison de le faire.
et c'était le bon interlocuteur. Marine Le Pen, aujourd'hui, elle est candidate à la présidence de la République française. Et demain, lorsqu'elle accédera aux affaires, ce que je souhaite, et que beaucoup de Français souhaitent, elle devra avoir des relations avec l'ensemble des dirigeants internationaux. Et pour ça, il faut commencer à les connaître. Le travail, elle l'a effectué Mais c'est pas pareil d'avoir des relations et de dialoguer quand on est président de la République et d'y aller comme une forme de soutien. Je me permets de terminer. En 2017, elle cherchait un peu son approbation. Je vais terminer ma phrase et vous allez probablement mieux comprendre. Si demain elle arrive aux affaires, elle connaîtra la quasi-totalité des dirigeants européens. Elle connaîtra Vladimir Poutine. Ce sont des gens avec qui le dialogue pourra s'entamer du jour au lendemain. Il n'y aura pas des mois de tâtonnement qui feront perdre du temps, notamment au moment où on essaye de retrouver la paix. Et je pense que faire ce procès d'intention à Marine Le Pen, c'est franchement de la mauvaise foi. D'abord parce que, il faut le dire, la quasi-totalité des dirigeants français ont rencontré Vladimir Poutine. Et c'est normal. Il est le président de la Russie. Les dirigeants. Il n'y a pas beaucoup de candidats à la présidence. Mais Marine Le Pen se prépare à être présidente de la République. C'est probablement la différence avec un certain nombre d'autres candidats qui se permettent de critiquer sans proposer. Je me permets d'insister sur un point, c'est qu'on a entendu dire Marine Le Pen qu'elle ne croyait pas dans les sanctions économiques et en même temps qu'elle ne croyait pas, donc, vous le rappelez, dans l'envoi d'armement. Et alors donc j'allais quand même vous poser la question, est-ce qu'elle croit en quoi? Il faut lui demander gentiment à Vladimir Poutine? Non, il y a la diplomatie. La diplomatie, ça passe aussi par, évidemment, un certain nombre de sanctions sur les oligarques, par exemple. Mais si demain, la population russe n'a plus de quoi manger, n'a plus de quoi travailler, est-ce que vous croyez vraiment que ce sera une solution? Et puis ces sanctions, vous savez quand même que les premières victimes sont souvent des entreprises françaises, des agriculteurs français. On l'a vécu ces dernières années. Qu'est-ce qu'on fait? Je termine parce que mais qu'est-ce qu'on fait? Vous dites sanctions économiques ou pas sanctions économiques? Je vais terminer mon propos parce que c'est vraiment un sujet extrêmement important et on ne peut pas répondre par oui et par non. Vous me l'accorderez. Prendre des sanctions, faire des embargos sur les échanges avec avec la Russie et non pas l'Union européenne, avec la Russie, c'est mettre nos agriculteurs par exemple en difficulté, qui ne pourront plus exporter, qui ne peuvent plus livrer leurs biens alimentaires à la Russie, et un certain nombre d'exploitations agricoles françaises ont dû fermer. Est-ce que vous croyez que c'est une solution? Est-ce que ça a fait flancher une seconde Vladimir Poutine? Est-ce qu'il a changé de stratégie? Pas du tout. Donc force est de constater que ce type de sanctions ne fonctionne pas. Est-ce que vous croyez que c'est en interdisant à un artiste russe de se produire à Paris qu'on va faire reculer Vladimir Poutine? Il faut avoir une relation diplomatique avec Vladimir Poutine. Marine Le Pen n'a pas dit non à certaines sanctions, mais des sanctions qui visent le pouvoir russe, mais qui ne visent pas la population et qui ne visent pas les entreprises françaises. On ne touche qu'aux oligarques, c'est ça que vous voulez dire ? Par exemple, le fait que des flux financiers soient... Vous touchez aux oligarques, vous touchez à la population derrière. Attendez, vous touchez d'abord au premier cercle de Vladimir Poutine, et donc vous avez là une possibilité d'action. Moi, ce que je regrette, et ce que nous regrettons tous, c'est que la voie diplomatique, honnêtement, n'a pas été explorée à 100%. Il y a toujours eu une vision bloc contre bloc. Et malheureusement, fallait faire de plus. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Donc il faut reprendre la diplomatie jusqu'au maximum. Marine Le Pen veut la paix, elle ne veut pas la guerre. Concrètement, Emmanuel Macron, il a passé des heures à parler avec Vladimir Poutine. Oui, mais est-ce que... Autour d'une table, c'est compliqué. Vu la taille de la table, vous vous souvenez des images, ça va être compliqué. Bon, Emmanuel Macron, honnêtement, joue son rôle de président de la République. Il n'est pas question ici d'utiliser la campagne électorale pour essayer de le discréditer dans sa démarche. Il a au moins le courage de prendre son téléphone, d'aller voir Vladimir Poutine et d'essayer des choses. Force est de constater cependant qu'il n'y est pas arrivé. Pourquoi? Parce qu'il est pieds et mains liés avec le commandement stratégique de l'OTAN, avec un certain nombre d'accords internationaux, qui fait que quand il va voir Vladimir Poutine, il est vu comme un émissaire du camp adverse et non pas comme un interlocuteur neutre. Marine Le Pen, elle a une référence, j'allais dire, en matière de politique internationale et de stratégie géopolitique. C'est le général de Gaulle qui avait placé la France dans une situation de non-alignée de fait et qui pouvait dialoguer avec tout le monde au moment où il fallait le faire. Est-ce qu'on peut vraiment comparer la situation de la France dans les années 60 à la France des années 2020 ? Et est-ce que vous pensez sérieusement que la France aurait une voix qui porte plus en dehors de l'OTAN qu'à l'intérieur ? Moi, je crois que oui. Je pense que, d'abord, on ne veut pas être en dehors de l'OTAN, mais en dehors du commandement intégré de l'OTAN. Mais je pense que, oui, il y a le besoin
d'une grande nation indépendante, qui dialogue avec tout le monde, qui, lorsqu'il y a des tensions internationales, met en lien les uns avec les autres. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut dialoguer en multilatéral ou en bilatéral en fonction des crises, en fonction des interlocuteurs. Mais penser qu'on va vivre sans jamais travailler ou dialoguer avec la Chine, sans jamais travailler ou dialoguer avec la Russie, c'est une vision un peu naïve du monde. Voilà, il faut être clair. Par personne, hein, évidemment, qu'il faut. D'ailleurs, le contact n'est pas rompu avec Vladimir Poutine. Alors mettons-le en pratique. Volodymyr Zelensky demande l'entrée de son pays, de l'Ukraine, dans l'Union européenne. Est-ce que si Marine Le Pen est présidente, elle dira oui à une entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne? Non. Non, pour deux raisons. D'abord, excusez-moi, mais là, on est un peu dans la communication. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le processus d'adhésion ne prend pas une semaine. Est-ce qu'il faut l'entamer, ce processus d'adhésion? Ça prend des années. Il faut l'entamer ou il faut leur dire non? Il peut y avoir une volonté marquée des parlements européens. Mais d'abord, si un jour l'Ukraine doit entrer dans l'Union européenne, j'espère que le conflit sera fini. C'est-à-dire que ça prend tellement de temps que on peut espérer que dans 3, 4, 5 ans, ce conflit sera terminé, et même bien avant. On entame le processus ou pas? Deuxièmement, Marine Le Pen a été très claire. Nous sommes contre toute nouvelle adhésion à l'Union européenne. Je pense que la réponse est limpide. Sur les réfugiés. Oui, il y a quelques mois encore, lors de la chute de Kaboul, le Rassemblement national avait lancé une pétition pour s'opposer à l'accueil des réfugiés afghans en France. Aujourd'hui, vous soutenez l'accueil des réfugiés ukrainiens. Pourquoi une telle différence de traitement? C'est très simple. D'abord, aujourd'hui, les réfugiés ukrainiens qui veulent quitter leur pays et être accueillis dans d'autres pays de l'Europe sont des femmes et des enfants qui fuient la guerre. Les hommes restent sur place et combattent. La différence, c'est qu'un pays a été agressé, nous l'avons dit en début d'entretien. Kaboul, c'était la différence, c'est autre chose, c'est que c'est un pays qui a changé de pouvoir. Deuxièmement, vous avez vu les images. Pas moins la difficulté pour bien les sûr, gens. vous avez vu les images de ceux qui fuyaient Kaboul. Une très large majorité, c'était des hommes qui auraient pu rester sur place et combattre pour leurs idées. Or, la France, elle a effectivement, dans sa tradition, le devoir d'accueillir des réfugiés qui fuient la guerre, mais qui fuient réellement la guerre. Et je pense que les deux cas ne sont pas comparables. Et puis, soyons honnêtes aussi, l'Ukraine est un pays de l'Europe, pas au sens Union européenne, mais au sens géographique, et que donc nous sommes un pays proche physiquement de l'Ukraine, et qu'il est naturel que nous accueillions des gens qui fuient la guerre. Si demain il y a une guerre dans un pays d'Amérique du Sud ou d'Afrique, clairement les réfugiés trouveront accueil dans les pays voisins. Chaque continent doit s'occuper de ces réfugiés, c'est ce que vous dites? Écoutez, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça. Ça y ressemble quand même. Oui, ça y ressemble. Mais on a l'impression quand même que vous portez au travers de cette argumentation l'idée qu'il y a des bons et des mauvais réfugiés. Non, attendez, réfugiés... c'est un statut, hein, le réfugié. J'ai bien compris, c'est jamais une situation simple. En revanche, il y a des réfugiés qui effectivement fuient la guerre, et ceux-là, on doit les accueillir comme c'est le cas de l'Ukraine, parce que ce sont des femmes et des enfants qui, une fois encore, ne vont pas au combat, mais fuient les combats. Et puis, il y a des réfugiés qui, eux, viennent de pays qui sont, d'ailleurs, dans le statut de réfugié, un peu... qui ne sont pas dans ce statut de réfugié, hein, puisqu'ils fuient leur gouvernement, qui n'étaient pas reconnus par la communauté. Qui utilisent des voies migratoires et qui, dans ces flux migratoires, cachent, il faut le dire, un certain nombre de terroristes qui veulent attaquer la France. Ça a été le cas depuis la Syrie, ça a été le cas depuis l'Irak, ça a été potentiellement le cas depuis l'Afghanistan, où des djihadistes infiltraient les flux migratoires. Le rôle d'un président de la République, et ce sera la vision de Marine Le Pen, c'est de protéger d'abord et avant tout les Français. Donc, juste quand Éric Zemmour dit que ces réfugiés doivent rester en Pologne, pour vous, il se trompe? Oui. Très bien. Est-ce que vous êtes convaincu par le projet d'élaborer un plan de résilience économique et sociale? Et concrètement, derrière cette question, il y a l'idée de savoir si on doit accepter le prix de la paix, de la liberté et de la démocratie. Je cite le président de la République. Moi, je suis heureux que le président de la République, à la fin de son mandat, entrevoie la lumière. Vous savez, ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il se rend compte qu'il est nécessaire d'avoir une souveraineté alimentaire, une souveraineté économique, une souveraineté en termes de matières premières et notamment énergétiques. Parce que si on livre le sort de la France à des pays étrangers, eh bien, ça veut dire qu'on expose notre population à tous les dangers, tous les risques. Mais
Que fait-il pour ça? Qu'a-t-il fait? Malheureusement, rien. Il a signé et participé à tous les traités de libre-échange qui font que notre agriculture, aujourd'hui, est en proie à une concurrence déloyale et que nous ne sommes plus, malheureusement, indépendants en termes d'alimentation et d'agriculture et que nous dépendons des pays étrangers. Il faut aider à la fois notre agriculture et retrouver la souveraineté alimentaire. Le président de la République parle aussi de souveraineté européenne, mais c'est un non-sens. Ça veut dire la dissolution de la souveraineté de la France dans un espace plus grand. Ça veut dire que lui-même, à partir du moment où il prononce le mot souveraineté, il dissout l'idée de souveraineté. C'est quand même un paradoxe tout macronien. Il est englué dans ses contradictions. C'est-à-dire que les événements nous donnent raison. La crise sanitaire a montré qu'il fallait être indépendant en matière sanitaire, en matière alimentaire, en matière énergétique. Les terribles affrontements que l'on connaît aujourd'hui en Ukraine montrent bien qu'on ne peut pas dépendre, notamment énergétiquement, d'autres pays comme de la Russie pour le gaz, ce qui n'est d'ailleurs pas complètement le cas de la France. Ça veut dire que sa politique, par exemple énergétique, des éoliennes, etc., qui font qu'on a besoin au final de pétrole et de gaz pour faire fonctionner l'énergie en France. L'abandon du nucléaire. La France recourt, il y a un des pays qui recourt le moins au gaz russe, on est bien d'accord, à la différence de l'Allemagne ou de l'Italie. Bien sûr, mais en termes de pétrole, vous reconnaîtrez avec moi que nous en produisons peu et que nous dépendons de puissances étrangères. Et donc il fallait mettre l'accent d'un côté sur notre agriculture, aider nos agriculteurs et non pas le livrer à la concurrence mondiale pour l'indépendance alimentaire, et développer le nucléaire plutôt que de le détruire, comme il l'a fait jusqu'à ces dernières semaines, pour assurer l'indépendance énergétique de la France. C'est ce que porte Marine Le Pen depuis des années, et malheureusement, les terribles faits que nous traversons aujourd'hui, les terribles crises que nous traversons aujourd'hui, valide l'ensemble des constats. Dans le contexte de la crise ukrainienne, est-ce que vous ne pensez pas nécessaire de soutenir le projet de renforcer la souveraineté indépendante, la souveraineté énergétique européenne, ainsi que le projet de défense européenne? Ça ne veut rien dire, la souveraineté énergétique européenne. Excusez-moi, il n'y a qu'une souveraineté, c'est celle d'une nation. Et il n'y a qu'une nation, c'est la France pour nous. Donc oui, à la souveraineté énergétique française, mais surtout, protégeons les Français. Parce que le prix, je termine là-dessus, c'est très important, le prix du litre à 2 €, la multiplication par 4 du prix du gaz va pousser des familles françaises dans la misère. Il faut d'urgence faire et appliquer ce que demande Marine Le Pen, baisser la TVA sur les biens énergétiques de 20% à 5,5%. Et on va parler de la une question de survie pour beaucoup de Français. Emmanuel Macron n'a toujours pas déclaré sa candidature. Il a raison vu le contexte. On peut comprendre aujourd'hui que, vu le contexte, il attende, mais vous savez, ce sera fait demain, puisque le dépôt des candidatures aura lieu demain. En revanche, il a quand même tardé, même avant la crise ukrainienne. On a bien compris qu'il jouait de son statut de président de la République pour sortir le chéquier d'un côté, pour utiliser les médias de l'autre, sans participer aux mêmes règles que les autres candidats. Normalement, demain, tout ça prendra fin. Emmanuel Macron, ce n'est pas une surprise, sera candidat de la République. Et ceux qui ont regardé son intervention hier l'ont compris, puisqu'il a commencé l'intervention en tant que président de la République pendant les 2/3 de l'interview, et qu'il a fini quand même comme candidat en se plaçant sur l'avenir, en proposant un certain nombre de mesures. Donc tout ça, c'est un jeu de dupes qui se terminera demain. Et tant mieux, parce qu'il a un bilan. Et face à ce bilan, Marine Le Pen a un projet. Et il va falloir qu'on en parle de ce bilan. Sur l'immigration qui a explosé, sur l'insécurité qui a explosé, vous pensez sur que le pouvoir d'achat qui a diminué. Tout ça ne va pas être étouffé par la crise ukrainienne. Il y a une vraie difficulté autour de cette crise, c'est qu'on a bien la crainte que les électeurs n'entendent pas du tout les autres sujets. Pourtant, le président Macron hier a promis un débat démocratique. Oui, alors en même temps, il ne veut pas participer, je crois, au débat du premier tour, ce qui est très surprenant pour un débat. Il n'a pas dit lui-même. Un débat avec le chef de l'État. Mais évidemment. À partir du moment où il est candidat, il doit débattre en tant que candidat, il doit défendre son bilan, ce bilan que nous allons attaquer, contre lequel nous allons faire des propositions. Parce que ce qu'a fait Macron, objectivement, a détruit un certain nombre d'industries, a rendu les flux migratoires beaucoup plus faciles et donc a mis en danger un certain nombre de valeurs qui sont les nôtres et notre sécurité. Tout ça, il va falloir en parler, tout ça, il va falloir faire bilan contre mesure et il est temps de le faire. Il nous reste quelques semaines. En revanche, il y a un débat qui est prévu entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour, ce sera la semaine prochaine. Est-ce que Marine Le Pen a prévu de débattre avec les deux ou l'un des deux? Marine Le Pen avait proposé un débat à Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, je crois, l'avait refusé, mais il y aura des débats avec tous les candidats. Pas face à face comme c'est prévu la semaine prochaine. Écoutez, je crois que pour l'instant, celui qu'elle avait proposé à Valérie Pécresse avait été refusé, mais peut-être que ça a changé, peut-être que vous avez des informations.
Bon, alors vous êtes passé là tout juste là, depuis mardi à 503 parrainages. Je sais que vous-même vous étiez en responsabilité autour de cette question. Vous avez dû suer des grosses gouttes pendant quelques temps, je l'imagine. Oui. Est-ce qu'on dit merci François Bayrou? Alors, honnêtement, ces 503 parrainages que nous avons obtenus, c'est le fruit du travail de nos élus, de nos militants sur le terrain. Il n'y a aucune signature de la banque des parrainages portée par François Bayrou. Pas que je sache, mais vous savez, c'est pas marqué sur les formulaires. En revanche, il n'y a pas celle de François Bayrou. La quasi-totalité des parrainages que nous avons obtenus ne sont pas une surprise puisqu'ils ont été acquis par nos équipes. Il n'y a pas encore le parrainage de François Bayrou. Mais je ne veux pas minimiser, pour être très honnête, le rôle de François Bayrou dans cette affaire. D'abord, on ne peut pas l'accuser d'être proche de nos idées. Et pourtant, il a sonné le signal d'alarme. Ce qui veut dire qu'il y avait un vrai danger démocratique avec ce système obsolète des parrainages rendus publics comme ils sont aujourd'hui. Et en ouvrant la banque des parrainages, il a montré qu'un certain nombre de maires étaient prêts à parrainer, contrairement à ce qu'on disait. Mais sous une forme d'anonymat, parce que cette bourse des parrainages, c'est une forme d'anonymat assurée aux élus qui parrainent. Ce qui veut bien dire qu'il faut demain rétablir l'anonymat des parrainages pour que les maires se sentent libres. Pas de parrainage citoyen selon vous, mais plutôt le retour à l'anonymat qui prévalait avant 2016. Il faut revoir en profondeur le système. Simplement lever la publicité des noms des élus devrait déjà nous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Question sur Marion Maréchal. Et oui, parce qu'après Nicolas Bay, Gilbert Collard, je ne vais pas tous les citer évidemment. Vous pourriez, ça vous prendrait 30 secondes, ils sont 8. Oui, mais bon, l'effet d'accumulation serait peut-être néfaste. Ça vous prendrait beaucoup plus de temps de citer tous les élus qui sont restés fidèles à Marine Le Pen, c'est-à-dire 99% de nos élus. Là, il faudrait ouvrir l'antenne de Public Sénat pendant 3 jours. Bon, alors donc, cela dit, on parle du ralliement de Marion Maréchal Le Pen à partir de dimanche, lors du prochain meeting d'Éric Zemmour. Est-ce que c'est un nouveau coup dur pour Marine Le Pen? Marion Maréchal Le Pen n'est plus adhérente du Rassemblement national depuis quelques années. Elle a pris son indépendance pour son école. C'est un secret de polichinelle. Elle revient en politique et c'est pas à vos côtés. Elle va rejoindre Éric Zemmour. C'est quelque chose qui est orchestré, préparé, notamment avec la presse depuis quelques temps. C'est son choix. C'est un mauvais choix. Qu'elle devra assumer parce que soit elle veut qu'on remplace Emmanuel Macron et qu'on mette enfin une politique d'une France souveraine, forte, fière, qui défende les Français, et la seule alternative possible, c'est Marine Le Pen. Les sondages le montrent. Soit elle soutient un candidat de témoignage qui n'a aucune chance d'être au second tour, et même s'il était au second tour, qui n'aurait aucune chance de battre Emmanuel Macron. Et dans ce cas-là, c'est que ce n'est pas l'intérêt de la France qui prime. Ce sont des intérêts particuliers, des intérêts politiciens, une stratégie de billard à 3 bandes pour 2030 et quelques, voilà. Mais ça ne renvoie pas quand même le Rassemblement national à un parti du passé, le fait que Marion Maréchal Le Pen revienne en politique et qu'elle choisisse Reconquête? Au moment où les Français sont d'accord avec l'ensemble de nos idées, au moment où les Français disent que Marine Le Pen a la stature d'une femme d'État, qu'ils peuvent lui faire confiance, non, au contraire, nous sommes terriblement modernes dans nos idées. Les crises que nous venons de traverser montrent que la souveraineté est une idée moderne, essentielle. Je crois que les Français partagent nos constats sur l'immigration, sur la sécurité. L'ensemble des propositions faites par Marine Le Pen sont des propositions de bon sens qui, si elles avaient été appliquées depuis 5 ans, n'auraient pas amené notre pays dans la situation où il est. Vous savez, je suis toujours très dubitatif sur les sondages, mais au bout d'un moment, quand ils disent tous la même chose, qu'au second tour, la seule capable d'arriver, c'est Marine Le Pen. Et que la seule capable... Aucun sondage ne donne Marine Le Pen battre Emmanuel Macron au second tour. Non, c'est vrai. Mais aujourd'hui, elle est donnée dans certains sondages à 47%. C'est donc la principale opposante et la plus haute dans les sondages face à Emmanuel Macron. Donc la seule qui soit dans ce qu'on appelle dans les sondages la marge d'erreur et qui, avec une dynamique, parce qu'il y a une dynamique en politique, peut demain battre Emmanuel Macron. Le choix qu'ont les Français aujourd'hui, c'est est-ce qu'on continue 50 plus avec Emmanuel Macron, stop, ou encore, si c'est stop à Macron, ça veut dire voter Marine Le Pen et surtout aller voter, parce que l'abstention, c'est faire le jeu de Macron. Une dernière question sur une actualité d'hier, c'est Yvan Colonna, condamné pour l'assassinat du préfet Erignac, qui est entre la vie et la mort après avoir été étranglé par un codétenu dans la prison d'Arles. Codétenu condamné, lui, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. C'était un ancien djihadiste en Afghanistan. Gilles Simeone, le président du conseil exécutif de Corse, dit que l'État porte une responsabilité accablante. Ce sont ces mots. Vous êtes d'accord? Bien sûr. En dehors de ce que défendent les uns et les autres, il n'a pas été condamné à mort, donc il n'a pas à être tué en prison, notamment par un apprenti djihadiste, et ça pose de vraies questions. Ça pose de vraies questions, et c'est M. Dupond-Moretti qui devrait vous répondre. Pourquoi est-ce qu'il se passe
ce genre d'action dans nos prisons? Pourquoi est-ce que la sécurité des prisonniers n'est pas garantie? Pourquoi est-ce qu'on ne construit pas plus de places de prison? Pourquoi est-ce que les djihadistes ne sont pas mis à l'isolement dans des prisons spécifiques? Parce que ce sont des individus dangereux qui veulent tuer pour leur idéologie. Tout ça montre bien la faiblesse aujourd'hui de notre justice en France, et je crois que c'est une leçon que devrait prendre le gouvernement. Mais enfin, pour les quelques semaines qui lui restent, nous appliquerons une autre politique. Et donc il y a une responsabilité de l'État dans cet acte? Et oui, forcément, parce qu'il y a eu un moment un manque de vigilance. Et donc, oui, l'État est responsable aujourd'hui du système carcéral. Merci Laurent Jacobelli. Merci.